Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Laurent. Salut à tous, salut Romu. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo sur le thème du sacrifice de dames dans les championnats du monde ou dans les cycles du championnat du monde. On a choisi des exemples un peu plus difficiles, dont la solution est un peu plus longue par rapport à la dernière fois. Et le premier exemple, c'est la partie entre Andrei Sokolov et Arthur Yusupov, tiré des candidats en 1986, du match des candidats en 1986. Et donc, Laurent, le trait est au noir. Donc, c'est ça, le trait est au noir. Et Andrei Sokolov, qu'on connaît bien en France, puisqu'il est français depuis de nombreuses années maintenant, a été surpris, je pense, par la magnifique combinaison qu'a trouvé Yusupov, qui va exploiter finalement la présence du fou en C1 qui obstrue la connexion entre les deux tours blanches et qui donc rend la première rangée adverse un petit peu faible. Et donc Yusupov a ici trouvé le magnifique cavalier prend E5 qui ouvre la colonne D, qui permet donc à la tour D8 d'attaquer la tour D1. En cas de tour prend D8, on aurait l'échec intermédiaire par cavalier prend F3 qui laisserait les blancs dans une situation absolument sans espoir, avec un pion de moins et de très très nombreux problèmes. Et donc après cavalier prend E5, les blancs se doivent d'accepter ce cavalier. Et pourquoi est-ce qu'on a sacrifié le cavalier? Pour pouvoir enchaîner avec le coup dame C3, qui donc sacrifie la dame dans le but de dévier celle de l'adversaire, qui a pour mission de défendre la tour sur D1. On comprend bien qu'accepter la dame n'est pas possible, parce qu'après tour prend D1, tout simplement, ça va se terminer par un mat du couloir assez basique. Et malheureusement pour Andrei, après dame E2, qui est le seul coup pour continuer à défendre la tour et essayer de défendre le cavalier, eh bien, c'est une nouvelle fois le thème de la surcharge qui se met en place avec dame prend E5, deuxième sacrifice de dame consécutif. Bien entendu, Sokolov n'a pas accepté la dame dans la partie, il a joué autre chose, mais il s'est retrouvé dans une finale très difficile à défendre avec un pion de retard, et il a fini par perdre, mais on comprend bien que s'il avait accepté la dame, c'était toujours le même mat avec la prise de la tour sur D1. Donc Romu, ça nous prouve une nouvelle fois que achever le développement, c'est très important, y compris pour les très forts joueurs. Voilà, Yusupov et Sokolov, c'est quasiment ce qui se faisait de mieux si on accepte Kasparov et Karpov à l'époque. Donc les règles sont les mêmes à tous les niveaux. Il faut se développer. Sortez vos pièces. Ce n'est pas que pour les enfants. Alors qu'est-ce que tu as à nous proposer comme deuxième exemple? Alors, le deuxième exemple est tiré de la partie entre Geller et Spassky, joué en 1964 au tournoi zonal de Moscou, la 10e ronde. Et alors ici, la situation est extrêmement confuse, avec le roi blanc qui est un petit peu ouvert avec les pions à H3, G4, et il n'y a plus de pion F, et on voit que les pièces noires rôdent dangereusement autour de lui, puisqu'il y a un cavalier E4, un fou en G5 qui lorgne sur la case de 3 notamment. Et ici, les blancs ont joué le coup de tour C7, le coup complètement naturel, qui attaque la dame et qui permet d'entrer dans le camp des noirs sur la 7e rangée. Et en plus, il y a le pion G7 qui est dans le viseur. Et là, Spassky n'a pas fait dans la demi-mesure et a décidé de sacrifier la dame par dame prend C7, avec l'idée, donc bien sûr la dame doit être capturée, donc fou prend C7. Maintenant, les pièces noires restantes ont les mains libres pour s'en prendre à ce roi blanc qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un peu affaibli. Et donc fou E3 échec, on lance l'attaque, roi G2, cavalier prend D2, donc on récupère une pièce au passage, tout en libérant la case E4 pour le fou G6 qui est dans les starting blocks, et en plus on attaque la tour F1. Donc tour prend F8 est à peu près forcé, tour prend F8, on menace donc fou E4, donc les blancs n'ont pas vraiment le choix, ils ont joué fou prend D5 pour éviter l'arrivée du fou en E4. Mais la tour en F8 maintenant, elle aussi veut participer à la fête, et donc tour F2 échec. Dans la partie, Geller a choisi roi G3. S'il était venu sur H1, bien sûr, les noirs pouvaient récupérer le matériel avec bénéfice, puisqu'après tour F1, dame prend F1, cavalier prend F1, les noirs ont une pièce nette de plus, donc une position complètement gagnante. Donc dans la partie, Geller a choisi roi G3. Et là, l'attaque continue avec cavalier F1. Donc le roi est obligé de monter en H4. Et là, le petit coup H6. Le petit coup qui menace fou G5 mat discrètement. En plus,
Ça permet de donner une case de fuite au roi si nécessaire, donc on joint l'utile à l'agréable. Ici, pour éviter fou G5, les blancs n'ont pas beaucoup de coups à leur disposition, ils n'en ont qu'un seul, c'est le coup qui a été joué dans la partie, fou D8. Et après le dernier coup des noirs qui est tour F8, donc qui attaque le fou D8, mais surtout qui libère la case F2 pour le fou, qui s'il se rend sur cette case, va faire mat. Et donc là, il a abandonné notre ami Geller, et donc s'il avait joué donc fou E7, évidemment, fou F2 aurait fini le travail et fait mat. Ouais, finalement, ce sacrifice de dame a servi à Boris Spassky à mener à bien une attaque de mat, mais on aurait très bien pu classer cette tactique dans un autre chapitre de notre thème qu'on vous présentera dans quelques jours, qui sont les sacrifices de dames pour du matériel, parce que là on voit bien qu'il y avait beaucoup de pièces qui se coordonnaient parfaitement en plus en compensation de la dame sacrifiée. Donc une belle attaque de Spassky qui était capable de jouer aussi bien des parties positionnelles que des parties d'attaque. Et là, Geller a fait les frais du sens de l'initiative, surtout de Spassky. Vraiment un bel exemple. Alors un troisième exemple que l'on va vous proposer, très célèbre aussi, tournoi des candidats en 1959. Alors c'est l'époque où Tal est arrivé dans le monde des échecs et telle une furie a renversé la table, on va dire, a renversé les tables avec des sacrifices tous plus incroyables les uns que les autres. Et là, il fait face à Vassili Smyslov, qui n'était quand même pas le dernier des joueurs d'échecs. Et donc, dans cette position, comme à son habitude, Tal a déjà sacrifié une pièce, un fou en C4, si mes souvenirs sont exacts. Et il choisit ici, enfin, il ne choisit pas, mais il avait anticipé ici, le magnifique coup Dame prend F7. Alors, on retrouve notre thème du mat du couloir, avec la tour F8 qui a beaucoup de choses à faire, notamment défendre le fou sur D8. Évidemment, l'acceptation de la dame amène au mat du couloir, comme ceci. Déplacer la tour, parce qu'elle est mine de rien, elle aussi attaquée. Déplacer la tour ne changerait pas vraiment le résultat de la partie, parce qu'il y aurait un nouveau sacrifice de dame, là aussi très classique, avec le coup Dame G8 échec. On vient fermer le cercueil du roi noir, peu importe avec quelle pièce les noirs prennent la dame, le roi n'a plus de case, et donc c'est le célèbre mat à l'étouffer par cavalier F7. Alors bien entendu, Smyslov a essayé de continuer la lutte, il a joué dame à 1 échec, notamment pour fermer la colonne D, mais son problème c'est d'avoir sa dame lui aussi attaquée. Donc si les noirs décident de donner la dame avant de prendre celle de l'adversaire, Tal va se contenter entre guillemets de récupérer beaucoup de pièces et terminer cette position avec un cavalier d'avance. Smyslov a trouvé un moyen de perdre un petit peu moins de matériel dans la partie. Il a choisi tout de suite tour prend F7, mais après cavalier prend F7 échec et tour prend A1, malheureusement pour Smyslov, pour le champion du monde, après cavalier E5 échec, les carottes sont cuites, on va dire. Il y a déjà du matériel d'avance pour les blancs, et qui plus est, Tal a toujours l'initiative, donc Smyslov a continué quelques coups par inertie, probablement un petit peu choqué par ce qui lui était arrivé, mais il a assez rapidement abandonné par la suite. Ouais, complètement. Alors Romu, du coup, tu vas nous présenter peut-être l'un des sacrifices de dame les plus célèbres de l'histoire des échecs. Oui, tiré de la partie entre Averbach et Kotov au célèbre tournoi des candidats de Zurich en 1953. Alors célèbre parce que notamment un des participants, Bronstein, a écrit un livre qu'on vous recommande qui s'appelle L'art du combat aux échecs, donc qui raconte justement ce magnifique tournoi des candidats de Zurich 53. Et donc cette partie est tirée de ce tournoi, et dans cette position, tirée d'une défense est-indienne, comme on aurait pu le deviner, notre ami Kotov a décidé d'employer les grands moyens pour extirper le roi blanc de sa cachette, et a joué le spectaculaire Dame prend H3. Le fameux coup de l'aspirateur. Le coup de l'aspirateur, exactement, toujours très efficace. Donc dans la partie, Averbach a accepté la dame. Bien sûr, sur roi G1, les noirs auraient poursuivi par tour H6, et avec un mat extrêmement rapide. Donc roi prend H3 est forcé. Et maintenant, donc, Kotov continue l'aspiration du roi avec tour H6, forçant roi G4.
cavalier F6 échec. On voit que le roi blanc est complètement encerclé par les pièces noires. Alors ici, Kotov a joué cavalier D7. Alors il y avait un autre coup comme cavalier G4 qui était aussi très tentant. Mais bon, il a préféré cavalier D7 pour assurer la victoire parce qu'en fait, il a quand même le luxe dans cette position de pouvoir répéter la position si bon lui semble de le faire. Et donc ici, après cavalier D7, il a joué tour G5. Il a joué tour G5, mais quelle était la menace finalement? Si les blancs avaient joué un coup neutre comme dame prend A5 par exemple, il y avait... L'idée c'était, donc en jouant cavalier D7, on a ouvert la colonne F et donc on peut faire participer la tour B8 à l'attaque en jouant tour F8 échec. Sur roi G4, tour G8, échec, roi F5 et tour F6. Un mat de l'escalier des plus classiques. Sauf qu'il se passe au milieu de l'échiquier au lieu que ce soit sur le moins classique, ouais. Sur le bord, exactement. Donc dans la partie, il a joué donc tour G5. Pour essayer de se cacher finalement, essayer de cacher son roi derrière sa tour. Pour rapatrier le roi sur la colonne G. Et donc là, la tour B8 intervient comme on l'a dit, donc tour F8, roi G4, cavalier F6, le retour du cavalier, roi F5. Donc là, il a répété en jouant cavalier G8, roi G4 et cavalier F6, roi F5. Et là, cavalier prend D5. Bien sûr, il n'a pas fait tout ça pour faire nul. Roi G4, obligé. Cavalier F6, échec. Donc là, on a l'approche du 40e coup, donc c'est possible qu'ils étaient en Zeitnot et ils ne voulaient pas se fourvoyer faisant n'importe quoi dans le Zeitnot. Donc roi F5, cavalier G8, roi G4. Et là, il accepte la tour, donc fou prend G5. Oui, lorsqu'on a plus de temps pour calculer, c'est forcément plus agréable et surtout on peut prendre des décisions autrement que simplement à l'intuition, quoi. Quelque chose de calculé, c'est toujours plus limpide, évidemment. Donc là, après fou prend G5, le roi blanc est à nouveau livré à lui-même. Oui, c'est ça. Donc là, roi prend G5 est plus ou moins forcé. Et là, le petit coup, tour F7, avec l'idée de menacer un mat en deux coups par tour G7 suivi de tour F6. Et par exemple, sur un coup comme cavalier C3, on fait tour G7 ou cavalier E7. Ou cavalier E7 ou tour F6, ouais, c'est au choix, selon les goûts. Donc dans la partie, Verbach a joué fou H4. Ouais, justement pour défendre 7 et F6. Exactement. Et tour G6 échec. Roi H5. Et là, tour FG7. Très bon coup. Prépare tour H6 mat. À nouveau le mat de l'escalier. Toujours le mat de l'escalier. On voit basique, alors finalement ce jeu. Les meilleurs joueurs du monde utilisent les maths les plus basiques. Donc comme quoi les choses simples sont souvent efficaces même au très très haut niveau. Donc là, les blancs n'ont pas le choix. Pour éviter tour H6, il n'y a qu'un coup, c'est fou G5. Il faut encore rendre du matériel. Tour prend G5. Roi H4 obligé. Cavalier F6, menace discrètement tour H5, mat de l'escalier de nouveau. Cavalier G3, seul coup. Donc on voit qu'à chaque menace de mat, les blancs sont obligés de payer avec une pièce. Donc ça commence à faire cher. Tour prend G3. Et là, déjà, ça commence à devenir plus que critique pour les blancs. Il a joué dame prend D6. Ouais, on comprend que la menace des noirs, c'était simplement de revenir et de réitérer la menace. Oui, on n'a plus de pièces blanches pour plus donner de pièces, ouais. À un moment, ça va finir par faire mat. Donc il a joué dame prend D6. Tour 3 G6, justement, pour menacer mat et en même temps défendre le cavalier F6. Il a fait un échec de consolation en faisant dame B8 et après tour G8. Les blancs ont déposé les armes puisque la menace est tour H6 mat et en plus la dame est attaquée. Ouais, vraiment une des parties les plus célèbres de l'histoire des échecs, ce dame prend H3, notamment pour les joueurs d'Est indienne, mais pas seulement. C'est quand même assez incroyable à ce niveau de compétition d'avoir pu placer un tel sacrifice d'une telle beauté aussi profond aussi. C'est quand même vraiment un événement marquant, une partie marquante dans toute l'histoire des échecs. Donc on espère que vous avez apprécié ce deuxième volet, on va dire, des sacrifices de dames dans les championnats du monde au sens large du terme, c'est-à-dire pas seulement lors des finales de championnats du monde, mais aussi dans les cycles de qualification de championnats du monde. Donc dans la première et dans cette vidéo-là, on a étudié les sacrifices de dames qui ont pu amener
des réseaux de maths ou qui ont pu amener une attaque décisive. Et on vous invite dans quelques jours, on va dire, à visionner la 3e vidéo qui concernera les sacrifices de dames pour du matériel, pour entrer dans des finales avec des finales ou des milieux de jeu d'ailleurs, mais avec un matériel déséquilibré et des positions dans lesquelles les pièces qui ne sont pas des dames vont prendre le dessus sur la dame de l'adversaire. Donc on vous donne rendez-vous dans quelques jours et on vous dit à très très vite sur nos échecs et pédagogie. Au revoir, à bientôt.